Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ouais, on est reparti pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Malheureusement, toujours pas un format balade. Je l'ai déjà dit, le temps me manque crucialement. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, jetez un coup d'œil au dernier numéro de l'examen. Et donc c'est ce qui explique pourquoi il n'y a pas de format balade depuis un certain temps et que le décor ne change pas d'une vidéo à une autre. Mais je pense que pour retrouver ces formats balades, il va falloir attendre l'après vacances d'été. Puisque voilà, comme je l'ai dit, c'est assez compliqué en ce moment. Bref, je vais en venir aux faits. Nous en sommes arrivés dans mon parcours à la première année de maîtrise et je pense que c'est le bon moment pour vous parler d'un nouvel annexe. Puisque je vous ai dit que en même temps que j'ai démarré ma première année de maîtrise, eh bien j'ai commencé à donner des cols. Et j'aimerais vous raconter quelques petites choses concernant le fait d'être colleur. Vous raconter comment ça fonctionne, vous raconter comment aussi je l'ai vécu de l'intérieur. Et puis voilà, peut-être raconter 2-3 choses concernant cette expérience. Voilà, allez on est parti. Être colleur. Alors, être colleur, c'est pas quelque chose, ça se joue beaucoup au bouche à oreille. C'est peut-être un peu étrange dit comme ça, mais oui, en effet, ça se joue pas mal au bouche à oreille. En fait, être colleur, c'est considéré être vacataire. Je pense que ça va être un peu pompeux ce que je vais raconter là tout de suite, mais c'est juste pour vous dire comment ça fonctionne si toutefois ça vous intéresse de donner des cols en classe préparatoire. Donc comment ça marche? En fait il faut contacter directement, si cela est possible, directement des professeurs qui se trouvent en classe préparatoire. Il faut leur envoyer un courriel dans lequel vous dites que vous avez envie de coller pour ce professeur ou éventuellement pour d'autres professeurs dans le lycée. Et puis une fois que vous avez envoyé ce courriel, il va vous répondre, bon peut-être pas tout de suite, ça dépend bien sûr des professeurs, mais il va vous répondre et puis il va jauger s'il est capable de vous prendre en tant que colleur ou pas. Alors comment les professeurs jaugent pour savoir s'ils peuvent vous prendre en colleur ou pas? Ça va dépendre essentiellement de l'effectif de la classe. Plus la classe est grande, plus le professeur aura la possibilité de prendre de colleur. C'est une équation assez particulière. Je pense qu'on peut dire d'une certaine manière que si on a 5 élèves, on compte un colleur. Peut-être que c'est pas tout à fait ça cette équation, c'est peut-être plutôt 3 élèves, puisque il y a 3 élèves par colle. Peut-être que ça marche plutôt comme ça, mais bon, c'est une équation qui me paraît pas si simple à vous proposer pour vous dire quel est le lien entre le nombre d'élèves et le nombre de colleurs. Puis en plus de ça, ça peut dépendre du lycée. Mais c'est juste pour vous dire que oui, en effet, plus il y a d'élèves, plus il y a de colleurs qui peuvent être pris pour le professeur qui gère la classe. Et puis ça va dépendre donc de ça, s'il a la possibilité de vous prendre en tant que colleur ou pas. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres facteurs, comme par exemple des colleurs qui peuvent partir, parce qu'ils ne peuvent plus assurer l'école l'année d'après, des choses comme ça, des places qui se libèrent. Ça aussi, ça joue un rôle. Donc voilà, essentiellement, c'est cette équation-là qui rentre en jeu. Et une fois cette équation résolue, c'est-à-dire une fois que vous savez si vous avez la possibilité d'être pris en tant que colleur pour un professeur ou pour un autre, et bien ce qui va se passer, c'est que vous allez remplir quelques documents à la rentrée, donc quelques documents pour juste recevoir une paye, et vous êtes considéré comme vacataire. Alors j'avoue que le statut de vacataire me reste encore un peu obscur, mais l'idée essentielle c'est que vous êtes payé à l'heure que vous effectuez, aux heures que vous effectuez. Donc si vous effectuez un certain nombre d'heures, genre 3 heures, vous allez être payé pour les heures que vous avez effectuées. D'ailleurs, au passage, la paye pour l'école s'effectue avec un retard, si je puis dire, de 2 mois. Donc c'est-à-dire que quand vous donnez des cols en septembre, vous allez recevoir la paye correspondant à vos cols de septembre en novembre, et fin novembre pour être précis. Et cette paye, vous allez la recevoir au même moment que les fonctionnaires, quasiment à un jour près. Je crois qu'on reçoit la paye pour les vacations, donc pour les heures d'école, une journée avant de recevoir la paye de fonctionnaire. Je crois que ça se joue un peu comme ça.
en tout cas de mes souvenirs. Et en plus de ça, j'aimerais ajouter que la paye pour ces heures de colle change suivant l'endroit où on donne des colles. On n'est pas payé de la même manière quand on colle à Paris que quand on colle au lycée Lutulier. Puis un autre truc qui peut paraître assez étonnant, c'est aussi que la paye change suivant le nombre d'élèves qui sont dans la classe dans laquelle on donne les colles. Plus il y a d'élèves dans la classe où on colle, plus on est mieux payé, on va dire ça comme ça. Et elle dépend également du nombre d'heures que l'on effectue, un peu comme des surveillances, hein. D'ailleurs les surveillances sont aussi considérées comme des vacations. Et donc ces surveillances, c'est pareil, ça marche également. Donc des surveillances, quand je parle de surveillance, je parle de surveillance de concours par exemple, que j'ai eu l'occasion d'effectuer. Les surveillances, ça marche de la même manière, on est compté au nombre d'heures effectuées, et également aussi à la place qu'on a eue dans la surveillance. Mais voilà, bon, c'est une autre histoire, mais c'est juste pour vous faire un petit parallèle, c'est vraiment le nombre d'heures qui compte. Et puis les payes de ces heures comptent également tout ce qui est transport et tout ça. Il est donc assez difficile de recevoir un remboursement pour des transports en plus des heures de colle que l'on effectue. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que bon, il y a des systèmes pour lesquels on peut y arriver, mais en général, la paye des heures de vacation compte également pour le déplacement et autres petites choses qui peuvent être en annexe tout autour de l'heure de colle que l'on a à donner. Bon voilà. Maintenant que j'ai parlé de ce côté administratif, j'aimerais plus parler maintenant de ce qui est à l'intérieur des heures de colle. Je pense que c'était quand même important de vous expliquer comment ça fonctionne de l'intérieur et voir un petit peu de manière assez rapide comment on peut devenir colleur. Alors donc moi pour ma part en effet j'avais envoyé des courriels, donc la première fois que j'ai voulu être colleur, j'ai envoyé des courriels à la suite d'une discussion avec un de mes meilleurs amis d'enfance que j'avais retrouvé donc pendant les concours. Et donc j'avais envoyé des courriels à mon ancien prof de première année et puis à d'autres professeurs que j'ai eu en tant que colleur que j'ai eu, pas en tant que colleur mais que j'ai eu, qui m'ont collé, c'est ça que je voulais, en espérant que vous avez bien compris. Et donc quelques-uns m'ont répondu, il y en a deux essentiellement qui m'ont répondu, et j'ai pu donc coller pour deux classes, une classe de première année et une classe de deuxième année de classe préparatoire. La première fois que j'ai pu donner des heures de colle. Et donc notamment pour donner la première heure de colle, c'était assez marrant de se retrouver de l'autre côté de la scène, si je puis dire. Donc tellement quand on a pris l'habitude de venir pour une colle et d'être au tableau, c'est quand même assez bizarre de changer un peu les rôles et de se retrouver derrière la table et à questionner les élèves qui vont se trouver au tableau. Mais j'ai essentiellement pris les heures de colle comme si c'était un cours particulier. Alors bien sûr, c'est pas la même histoire, il faut évaluer les étudiants et puis essayer de poser des questions pertinentes sans trop les guider un petit peu, mais essayer de faire en sorte qu'ils sortent de eux-mêmes des connaissances, des choses importantes de leur cours pour pouvoir les évaluer tout simplement. Et puis la première heure de colle s'est plutôt bien passée. Alors cette première heure de colle, d'ailleurs, ces premières heures de colle ont été assez formateurs puisque ça m'a permis de mettre en place une façon de donner des colles. Alors évidemment, chaque colleur a sa façon de donner ses colles, de donner ses exos, etc. Moi, pour ma part, je fonctionnais de la manière suivante. Je préparais des feuilles. Alors pour vous en donner un exemple, je préparais des feuilles d'exo de ce type, ok, où on a une vingtaine d'exos, là un peu moins d'une vingtaine, mais on a une vingtaine d'exercices qui touchent sur un peu tout le programme de la semaine. Et puis ce que je faisais, c'est que suivant, alors il y a également des questions de cours. Alors les questions de cours, j'avoue que j'avais pas eu ce réflexe de donner des questions de cours tout de suite lors des premières colles, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était vraiment important de poser ces questions de cours. Et donc plus le temps passait, plus je me suis dit il faut que je fasse un format un peu assez bien adapté pour pouvoir poser des questions de cours au début. Donc je posais des questions de cours, et pour poser mes questions de cours, donc comme vous avez pu le remarquer, même si c'était peut-être un peu flou, il y a des numéros pour ces questions, et ce que je faisais, c'est que j'ai créé des pancartes. Alors pas forcément dès les premières heures de colle, mais en tout cas très très rapidement, j'ai créé des pancartes numérotées. Donc les élèves qui m'ont eu en colle reconnaîtront cette chose. Donc des pancartes numérotées, alors là actuellement c'est numéroté de 1 à 30 je crois.
donc numérotées, et en fait je plaçais ces pancartes face cachées sur la table, et je demandais aux élèves de piocher au hasard le numéro, et ce numéro correspondait à un numéro de question de cours que je posais. Je trouve que c'était plutôt pas mal parce que sur ce coup-là, on peut pas dire que c'est de la faute du professeur, c'est ça que on se dédouane, enfin en tout cas moi je me dédouane de toute responsabilité concernant le choix de la question de cours, puisque bon bah par conséquent c'est les élèves qui ont choisi au hasard leur question de cours. Certes, j'ai fait une liste de questions de cours au préalable, mais cette liste de questions de cours, elle touche vraiment à tous les domaines. Donc là, il y avait, par exemple, sur la feuille que je vous ai montré, il y avait une dizaine de questions de cours. Sur la dizaine de questions de cours, il y avait des questions sur les groupes, il y avait des questions sur les fonctions et les fractions rationnelles notamment, il y avait des questions sur les équadifs. Bon bah voilà, bah c'est le genre de choses un peu larges. Et donc bah, ils avaient à piocher une pancarte. Alors même c'est même plus que 30, je me rends compte, j'ai vu le numéro 31. Il y a peut-être un peu plus que 30 pancartes là actuellement. Mais voilà, je faisais piocher donc leur numéro de questions au hasard, et une fois qu'ils avaient pioché, bah, ils répondaient à la question. Puis une fois qu'ils avaient répondu à la question de cours, suivant comment la réponse à la question a été donnée, je sélectionnais un exo de colle, soit qui correspondait à la question de cours, si je sens qu'il y a des petites lacunes concernant le cours dans ce côté-là, ou alors je proposais une question complètement à part. Ça pouvait être comme ça. Alors j'ai une réputation concernant les exos de colle que je donnais, enfin en tout cas en tant que colleur, j'ai une petite réputation de donner des exercices de colle difficiles. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit en tout début, genre la première vidéo d'exos de colle qui est sortie sur la chaîne. Je vous ai dit qu'en effet, dans les colles que j'ai pu donner, il y a eu pas mal d'exos où on a considéré que les exos que je donnais étaient assez difficiles. Pour ma part, j'aime beaucoup donner des exos qui permettent d'apprendre quelque chose. En fait, c'est ça. J'aime bien donner des exos qui permettent d'apprendre quelque chose. J'aime pas donner des exos trop mécaniques. Alors bon, parfois, il le faut. Par exemple, des résolutions de systèmes d'équations, des choses comme ça. Parfois, il faut passer par des résolutions ou des exercices un peu mécaniques, mais si je peux éviter, si je peux proposer des exercices de colle qui permettent à la fois de vérifier les connaissances du cours, mais aussi permettent à l'élève d'apprendre de nouvelles choses, eh bien je le fais. Et donc, c'est comme ça que je crée ma liste d'exos. Alors ces listes d'exos, ça s'est créé soit par rapport à ce que j'apprenais pendant la maîtrise, ça se crée soit par rapport à des exos de colle que j'avais déjà reçus, donc comme je vous l'avais déjà raconté, c'est aussi ce qui fait la banque d'exos de colle actuelle, c'est que j'avais pris pour habitude de prendre en note les exos de colle qui m'ont... ou pas forcément des exos de colle, mais même des exos tout court que j'avais pu voir en classe préparatoire ou même avant, qui m'ont enthousiasmé, en tout cas à la fin de la résolution, ou en tout cas que j'ai beaucoup apprécié résoudre ou que j'ai beaucoup apprécié rencontrer comme exercice. Et du coup, je me suis dit, ça serait intéressant de le garder en mémoire et peut-être d'en reparler, de le ressortir, de le retravailler plus tard. Et puis finalement, c'est devenu une liste d'exos que je donne pour les exos de colle. Il y a des exos bien sûr que j'ai pu peut-être tirer sur des sites internet ou sur des feuilles déjà prêtes de TD ou des choses comme ça. Mais il y a aussi des exercices que j'ai pu inventer et qui ont donné lieu à des exercices assez intéressants, j'ose espérer en tout cas. Donc voilà, et c'est aussi ce qui fait la force de la liste en tout cas quelque part la force de la liste d'exos que je propose aussi pour cette banque, c'est que j'essaye toujours de sélectionner, en tout cas dans les exercices que j'ai pu sélectionner, intérieurement je sélectionnais les choses qui permettaient d'apprendre des choses nouvelles, avoir des connaissances nouvelles en plus d'appliquer des connaissances déjà connues. Donc voilà. Alors, en plus des heures de colle que j'ai pu donner, j'ai également eu la possibilité de donner des heures de soutien, et même de tutorat, bon bref, il y a différents noms, mais j'ai même pu donner des heures de soutien à des classes prépa. Alors, comment ça fonctionnait ces heures-là? Alors, les heures de tutorat, donc je vais commencer par le tutorat, parce que c'est ce qui avait commencé avant, je crois, de mémoire. Donc, les heures de tutorat, c'était des heures que je donnais pendant les vacances, et en fait, ces heures-là, c'était du bénévolat. Alors certes ça n'a pas trop duré le côté bénévole, tout simplement parce que la directrice du lycée Tullier à ce moment-là avait souhaité me payer quand même malgré que j'avais insisté sur le fait que je voulais que ce soit bénévole.
Mais enfin bon. En tout cas, l'initiative était bénévole et donc ces heures, c'était pendant les vacances. En général, j'essayais de concentrer les heures, donc j'essayais de faire peut-être 2 jours, donc 2 séances, 2 jours complets, afin que des gens qui soient en interne puissent venir vraiment de façon à ce que ça soit rentable pour eux, pas que ce soit une séance... qui viennent pour une séance par-ci par-là. Donc c'est ce que j'essayais de proposer. Alors oui, il y a eu des moments pour les préparations de concours où il y a eu plusieurs jours de séances, mais essentiellement c'était des séances qui essayaient de se faire la journée entière. Et donc pendant cette journée entière, on a attaqué des exercices, soit une liste d'exercices que j'avais préparée au préalable et donc qu'on travaillait au fur et à mesure, et puis les élèves sélectionnaient les exercices qui les intéressaient, puis ils les faisaient. Soit les élèves avaient peut-être un devoir à faire et ils en profitaient pour le faire avec moi et poser des questions. Et puis il y a eu plein d'autres choses à dire. Soit il y a eu des rappels, des mini-cours donnés en plus, ou voilà. Et ça a été, je pense, très pratique pour eux, tout aussi pour moi, parce que ça m'a amusé. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de donner ces heures de tutorat. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors, pourquoi des heures de tutorat en classe préparatoire? Vous pourriez me poser la question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la maîtrise, donc le tutorat a démarré quand je me suis retrouvé en agrégation. Donc pas tout de suite à la première année de maîtrise, parce qu'en fait à la fin de la première année de maîtrise, je vous en raconterai davantage à ce moment-là, mais à la fin de la première année de maîtrise, j'ai eu la possibilité de effectuer un tutorat pour les premières années de licence. Et j'ai beaucoup aimé le système de ce tutorat. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que ça n'existe pas pour les classes prépa. Et c'est comme ça que j'ai fait passer les informations d'abord au professeur qui m'avait pris en tant que colleur, puis jusqu'à la directrice. En fait, ça s'est propagé jusqu'à atteindre la directrice qui s'est dit, pourquoi pas essayer de mettre en place ça. Et donc, ça s'est mis en place l'année qui a suivi, donc en agrégation en 2017, et ça a duré jusqu'à 2020, donc ça a fait 3 ans, à peu près 3 ans. Et voilà, pendant ces 3 ans, j'ai essayé de donner des séances d'aide aux devoirs ou d'aide à l'exercice, ou alors même juste donner des exercices comme ça, des révisions de concours, des choses comme ça, pendant les vacances. Et je pense que ça a aidé pas mal de monde. Ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres élèves très sympas et avec qui j'ai gardé un certain contact. Voilà. Enfin, moi, voilà, ça m'a marqué, j'ai adoré faire ça. Et je pense que pour les élèves, ça a été bénéfique, très bénéfique. Et j'aimerais, si je puis dire, si ça peut donner des idées, en tout cas au moins à d'autres classes prépa, d'essayer de mettre en place ce genre de choses. Je pense que, mine de rien, il y a pas mal d'élèves qui peuvent être demandeurs. Moi, pour ma part, j'ai eu des séances de tutorat, même des séances de tutorat qui se faisaient sur une semaine, des séances de tutorat où j'ai eu un peu plus d'une dizaine d'étudiants qui étaient motivés et intéressés. Donc même s'il n'y a pas de demande directe, je pense que si les élèves sont au courant que cette chose-là existe, il y aura des gens qui vont venir. Et alors évidemment, ça ne va pas marcher du premier coup, je pense, puisque de mes souvenirs, les premières séances, j'ai pas eu beaucoup de monde. Essentiellement que les élèves que j'avais en colle, puisque je passais les informations aux élèves que j'avais en colle, évidemment. Mais petit à petit, le bouche à oreille a fait que je me suis retrouvé avec pas mal d'élèves. Même il y a eu une séance particulière où j'ai eu, je crois, une quarantaine d'élèves devant moi pendant toute la journée en tutorat. Donc c'est pour dire que oui, il peut y avoir vraiment un emballement pour les étudiants de se dire pourquoi pas essayer de se donner des heures en plus pour travailler. Et je pense qu'il y a vraiment des élèves qui peuvent être demandeurs de ça, même inconsciemment. Donc si ça peut être mis en place pour certaines classes prépa, j'imagine bien sûr que niveau financier, si vous voulez vraiment payer la personne qui fait ces heures de tutorat et qu'il n'y a pas de bénévolat, j'imagine que ça va pas forcément être évident. Mais s'il y a une question aussi de bénévolat qui se cache derrière, enfin qui peut se faire derrière, juste le plaisir de faire apprendre des choses aux élèves, ça peut être aussi super. Donc je sais pas comment ça peut être mis en place, mais je pense que ça peut être intéressant que ça puisse être mis en place. Ce qui est d'ailleurs étrange, c'est que
il y a quand même des choses qui sont mises en place, par exemple pour les gens qui veulent passer le baccalauréat, il y a des fois des séances qui sont proposées pendant les vacances. Souvent ça dure une semaine ou quelque chose comme ça, mais peut-être un peu moins. Ou disons une semaine. Pendant une semaine, on peut avoir des élèves qui viennent pour réviser des mathématiques, de la physique ou des choses comme ça. Et ce en matinée, essentiellement les heures sont posées en matinée. En tout cas, j'ai connu ça au lycée Tulier, à Amiens donc. Et je me dis, ça serait bien si le même genre de choses existait aussi pour les prépas. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que je dis ça comme si c'était pas mis en place avant, c'est pas vrai, il y a des classes prépa qui proposent, et dont le professeur principal peut proposer des semaines comme ça, pendant lesquelles ils vont vous motiver, vous faire plein de sujets concours, vous faire travailler un maximum. Il y a des professeurs comme ça, je crois qu'il y en a à Federm si je dis pas de bêtises, et il y en a également à Paris, mais je sais que Federm le fait parce que j'ai connu un élève que j'ai encadré en cours particulier qui a eu cette possibilité pendant une semaine se retrouver dans une maison, une espèce de chalet si je puis dire, dans une maison un peu recroquevillée, un peu cachée du monde on va dire, et tous les élèves étaient venus pour une semaine intensive de révision avec plein de sujets concours à travailler à la chaîne avec le professeur, et je trouve que ça peut vraiment aider beaucoup de gens si ce genre de choses pouvait être mis en place pour d'autres classes préparatoires. Soit mis en place de cette manière-là, soit mis en place sous la forme d'un tutorat qui peut se faire sur la durée, de manière un peu continue pendant chaque vacances. Donc ça peut être... Voilà, c'est mon avis là-dessus, et puis si ça peut être mis en place, tant mieux. Et à côté de ça, donc il y a eu les tutorats, mais il y a eu également des cours de soutien que j'ai pu donner. Donc les cours de soutien, c'était pas tout à fait un tutorat, mais ça y ressemblait un peu. En fait, le professeur que j'ai eu en première année de classe préparatoire essayait d'aider ses étudiants, de les soutenir, hein, c'est le principe, en les aidant à résoudre des exercices, en discutant avec eux, et donc il y avait en général une fois tous les 2 semaines, 1 heure qui était proposée pour justement essayer de les aider à résoudre les exercices. Voilà. Il y avait des choses comme ça qui étaient déjà mises en place avant que je prenne le relais de cours de soutien. Et quand j'ai pris le relais de cours de soutien, j'ai fait du soutien maths et physique, ce qui explique pourquoi j'ai 2 couleurs de pancarte, puisque j'avais des couleurs de pancarte pour la physique et des couleurs de pancarte pour les maths. Et je posais des questions de cours, donc je commençais d'abord par des questions de cours. En général, je demandais... ça s'est fait comme ça surtout pour la dernière version du cours de soutien. Ce que je faisais, c'est que je donnais des questions de cours à réviser pour la semaine d'après. Et puis à la semaine d'après, je sélectionnais un élève au hasard. Il sélectionnait sa question au hasard parmi les questions qui étaient à préparer. Et une fois qu'ils avaient ça, hop, au tableau et c'est parti quoi. Donc voilà, je pense que ça a pas mal aidé aussi des élèves à se mettre vraiment parce que c'était les premières années de prépa, donc ça les a mis un peu en train, si je puis dire, dans le train. Ça les a mis dans le train du travail et tout ça, donc je pense que c'était pas mal. Après, je dis pas que c'était la meilleure chose à faire, mais je pense que c'était très bien de les faire vraiment bien bosser le cours, parce que essentiellement c'était ça qui pêchait beaucoup pour les élèves. Donc beaucoup de cours, et puis après 2-3 questions, 2-3 exercices qu'on essayait d'attaquer ensemble en fin de séance, des exercices que les élèves eux-mêmes me proposaient par rapport aux exos de colle qu'ils ont pu recevoir dans la semaine ou dans le début de la semaine. Et qu'ils ont eu un peu de mal à faire. Donc voilà, je pense que c'était un fonctionnement qui était plutôt pas mal. Après, je dis pas que c'était parfait, mais je pense que c'était quand même pas mal. Et si ça peut se maintenir pour les élèves, ça peut être cool aussi d'avoir ce genre de format. Après, encore une fois, c'est une question de beaucoup d'heures quand même, hein, donc faut pas se leurrer. Ça demande de l'investissement, et cet investissement, pour les lycées, ça signifie souvent qu'il va falloir mettre plus d'argent, et mettre plus d'argent, il y a des lycées qui ne peuvent pas le faire. Et donc, c'est pas toujours évident, je pense, de trouver déjà la bonne personne, et puis ensuite, d'une part la bonne personne, et d'autre part, de trouver également l'argent pour pouvoir financer tout ça. Bon, enfin voilà, donc je voulais juste vous parler de ces apartés parce que je pense que c'est important quand même d'en parler. Mais si je voulais revenir un petit peu au sujet principal, donc qui sont l'école, j'ai eu le droit un peu à tout. Hein. J'ai eu le droit à des élèves qui restent bloqués au tableau pendant toute l'heure de colle et qui savent pas quoi écrire, savent pas quoi faire. Une application linéaire, ils savent pas ce que c'est. Ou en tout cas ils sont pas capables de me donner une définition propre,
Et ça c'est très malheureux, mais bon voilà. Il peut y avoir des élèves qui sont excellents et qui vraiment pulvérisent d'une certaine manière les exos. J'en ai eu pas mal à Paris, j'en ai eu un petit peu aussi à Amiens. Alors pour vous dire où est-ce que j'ai collé quand même à Paris, j'ai eu la possibilité de coller à Lacanal, au lycée Lacanal, à Sceaux. Et j'ai eu la possibilité... ouais c'est ça. Et j'ai eu la possibilité de coller également au lycée Condorcet à Paris. Donc Condorcet qui se trouve pas loin de la gare Saint-Lazare. Donc ça, Amiens, et bon j'ai eu une fois, mais j'ai pas vraiment collé, j'ai plus assisté à la colle, mais j'ai eu une fois la possibilité de voir à quoi ressemble une colle à Louis-le-Grand, ce qui est clairement pas du tout la même histoire. Le niveau est vraiment très différent, et déjà rien que comparer le niveau des colles que l'on peut donner à Paris par rapport aux colles que l'on donne à Amiens, c'est assez, je pense que c'est assez surprenant de voir le niveau qui est assez différent, différent au sens où quand même le niveau est meilleur à Paris, hein. Bon, vous allez me dire ce constat est pas si surprenant, mais quand même on s'en rend beaucoup plus compte quand on donne colle que quand on en parle comme ça sans vraiment avoir une idée précise de ce qui se passe. Et je voulais juste le dire que oui, vraiment, clairement, à Paris, il y a un niveau un peu au-dessus. Alors, ça dépend quand même de la classe qu'on a en face de nous, mais je pense que c'est aussi dû au système de fonctionnement de la prépa à Paris par rapport à la prépa à Amiens. Alors quand je dis la prépa, c'est les prépas, je devrais dire, les prépas à Paris, parce que moi j'ai pas fait les grosses prépas, à part comme j'ai dit une fois pour Louis-le-Grand, mais sinon pour les prépas de Condorcet et de Lacanal, c'était pas tout à fait comment dire, Lacanal, on va dire que Lacanal c'était quand même un niveau qui était assez similaire à Amiens. En tout cas, en plus j'ai collé vraiment la MPSI de Lacanal pendant un an. Donc, et pendant un an, c'était quelle année, si certains se posent la question, c'était de 2017 à 2018. Donc j'ai collé Lacanal là, et Condorcet j'ai collé de 2000, alors j'ai fait 2018, je crois si je dis pas de bêtises, 2018-2019, et j'ai commencé l'année, j'ai fait 2019-2020, mais je me suis arrêté à janvier 2020, au moment où je commençais mon doctorat à Montréal. Donc ouais, donc oui, il y a vraiment eu, et j'ai même collé aussi des MPSI à Condorcet. À Condorcet, j'ai fait PCSI et MPSI. Et voilà, donc ça c'est juste pour dire où est-ce que j'ai collé et les dates, comme ça au moins vous savez. Pour Amiens, j'ai collé beaucoup plus longtemps, j'ai fait 2016 jusqu'à 2020, janvier 2020 de la même manière, je me suis arrêté au moment où je commençais la thèse. Et puis avec le Covid, comme je suis revenu beaucoup plus à Amiens, j'ai pu recoller à nouveau à Amiens et j'ai fait l'année 2020-2021, également en colle mais aussi en cours de soutien et autre chose du même style. Enfin bref, donc oui, il y a eu, j'ai fait pas mal d'années en colleur. Et je pense que ça a été une très bonne expérience. Et donc comme je le disais, oui, la comparaison Paris-Amiens. Donc essentiellement Lacanal, je trouve que c'était à peu près le même niveau que Amiens, mais par contre Condorcet c'était un niveau un peu au-dessus. Tout simplement parce qu'il proposait vraiment beaucoup de questions de cours à préparer. Déjà rien que ça, quand tu vois la liste de questions de cours qu'il fallait préparer pour les élèves, là il y avait vraiment une liste. Alors d'ailleurs, pour faire une comparaison entre Amiens et ce qui se passait à Paris, les deux prépas à Paris donnaient directement des questions de cours qu'il fallait préparer pour l'école. Tandis qu'à Amiens, il n'y avait pas du tout ça, c'était un peu la surprise. Et c'était un peu au bon vouloir des profs de colle. Alors oui, bon vouloir pas totalement, parce qu'il y a quand même un programme à suivre, mais il n'y avait pas de questions de colle bien particulières à apprendre par cœur. Alors que pour Lacanal, il y avait à peu près une dizaine de questions de cours. Mais alors pour Condorcet, et c'est ce qui explique pourquoi mes pancartes vont jusqu'à 30, pour Condorcet on peut se retrouver avec une trentaine de questions à apprendre par cœur. Donc c'était un peu fou. Pour les PSCSI, il y avait peut-être pas, je pense pas qu'on atteignait vraiment la trentaine, on atteignait la vingtaine facilement, mais pas la trentaine. Par contre pour les MPSI de Condorcet, on atteignait la trentaine de questions, pas à chaque fois, mais quand même assez souvent. Donc c'était quand même beaucoup plus rude comme préparation que pour les élèves à Amiens. Voilà. Donc je pense que c'est essentiellement ça qui fait la différence de niveau, parce que on pousse davantage les élèves à apprendre leurs cours au maximum à Paris que à Amiens. C'est pas tout à fait la même affaire.
Même si pourtant, enfin je sais pas, peut-être qu'il faudrait changer un petit peu ce système et poser des questions, mettre des questions tout de suite qu'il faut apprendre par cœur. Peut-être que c'est comme ça qu'il faudrait que ça fonctionne. Bon là je dis vraiment essentiellement pour ce qui s'est passé avec mon professeur en première année, mais pour l'autre professeur à qui j'ai donné des cols pour la deuxième année, lui il fonctionnait un peu de cette manière-là. Il avait des questions de cours à apprendre et ces questions de cours, après il fallait les ressortir pour la colle. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus ? Je pense que ce que je peux vous raconter, c'est 2-3 anecdotes supplémentaires. Des anecdotes du style, oui, alors comme j'ai dit, j'ai eu le droit à des élèves qui restaient au tableau pendant 1 heure, mais il y a eu aussi des élèves à qui il fallait poser plein de questions jusqu'à devoir arriver à la question c'est quoi la racine carrée de 9 pour enfin remonter et résoudre l'exercice. Je vous raconte pas, c'est long, c'est compliqué. Il y a eu des élèves un peu plus entêtés qui croyaient tout savoir et qui finalement ne savent pas grand chose. Pour ces élèves-là, ça se passe pas bien. Il y a aussi eu des têtes de Turcs, ça aussi, il faut savoir gérer ce genre de situation. Bon voilà. Pour ma part, je pense que j'ai quand même été un colleur des plus sympas. J'ai rarement été énervé. Ça m'est arrivé, malheureusement ça m'est arrivé, et j'ai déjà eu le droit à des élèves en colle qui malheureusement ne donnaient vraiment aucun travail au tableau et donc se permettaient de sortir des remarques désobligeantes. Donc évidemment quand on a affaire à ça, c'est difficile de vraiment garder son sang-froid. Mais voilà, je pense que j'ai été quand même un prof, en tout cas un colleur sympathique, parce que j'ai pris un peu de modèle, si je puis dire, de Lionel Nicli, donc le professeur de colle qui m'avait pris sous son aile là. J'étais toujours d'humeur souriant, et je pense que je le serais encore si je reprenais des colles peut-être l'année prochaine, on verra, j'en sais absolument rien ce qu'il en sera, mais et oui, donc j'imagine que il faut savoir gérer ce genre de situation. Je sais pas comment dire ça autrement. Je voulais juste dire que oui, voilà, moi pendant l'école, je suis plutôt d'humeur blagueur, d'humeur toujours très souvent de bonne humeur, et d'ailleurs même ça se sent quand je donne des cours particuliers, et également quand j'essaye de donner les exos de colle et tous les enregistrements que je fais. J'essaye de garder la positive attitude tout le temps, et puis même quand les élèves ont du mal, même quand les élèves sont stressés, j'essaye de les déstresser en sortant de quelques petites blagues sympatoches, juste pour expliquer que ok, c'est une évaluation, mais il faut pas vous en faire non plus. Il faut montrer de quoi vous êtes capable pendant l'école, c'est le plus important, et puis donner le maximum que vous pouvez, c'est tout. Et c'est comme ça que ça marche de toute façon, l'école c'est pour vous pousser à apprendre, à faire des choses, et c'est comme ça que ça marche, quoi. Donc voilà, moi j'étais d'humeur, j'essayais d'amener cette positive attitude aux élèves. Et voilà, il y a eu des accrochages, malheureusement. Alors en termes de notes, si vous vous posez la question, le plus souvent, alors ma notation, peut-être ça peut être bien d'en parler. Ma façon de noter l'école, c'était la manière suivante. Alors en général, on m'avait quand même un peu imposé une règle qui était que si le cours, grosso modo, si la question de cours était bien réussie et qu'il y a au moins un exo à peu près bien traité, il y a au moins la moyenne. Bon, moi pour ma part, j'ai essayé de faire une note un peu plus, qui colle beaucoup plus avec ce qui a été fait par l'élève. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais, il y avait 10 points sur la question de cours, 10 points sur les exos. Et suivant comment la question de cours a été répondue, souvent la question de cours, c'était pas trop difficile d'avoir une bonne note sur 10. Par contre, les exos, c'était un peu plus difficile, et ça dépendait aussi de mon humeur et de la façon... Alors pas que de mon humeur, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire, mais c'est surtout de la façon dont les élèves vont répondre aux questions. Et donc, suivant les idées qui ont été émises et suivant ce qu'a pu donner l'élève, j'attribuais une note. Alors pour vous donner une idée, si j'avais affaire à un élève assez moyen, qui connaissait quand même son cours, il avait 11. Si j'avais affaire à un élève qui avait qui s'en sortait très bien dans son cours, encore une fois, et qui pour les exercices s'en sortait moyennement, mais s'en sortait quand même, il avait 13-14. Et puis un élève qui me surprenait un petit peu, qui était capable de faire beaucoup plus. Donc disons, grosso modo, la note qui correspondait à un bon élève sans forcément sortir du lot, c'était 15-16 dans ces eaux-là.
Déjà 16, c'est quand même quelqu'un qui sort un peu du lot, mais 15-16, c'est dans ces notes-là que je mettais quand j'avais affaire à un élève qui était bon, mais pas forcément très bon, mais qui était bon, mais qui sortait pas forcément du lot. Il n'y avait pas un exercice qui montrait qu'il y avait plus que juste de la connaissance de cours, il y avait également une compréhension plus profonde. Donc, par contre, s'il y a ça, si dans un exercice on voit une compréhension plus profonde, en plus d'une maîtrise de cours, bon là, oui, on peut atteindre 18, 19. Je crois avoir donné une seule fois 20 en colle. J'ai pas donné beaucoup de 20. J'ai souvent donné des 18, 19 pour des élèves qui étaient très bons. Mais j'ai rarement mis 20 et je crois que j'ai mis qu'une seule fois 20. Je me souviens plus de quel élève il s'agissait. Peut-être qu'il s'en souvient, mais je crois que j'ai dû mettre une seule fois 20. Et pour les pires notes que j'ai pu donner, souvent c'était parce que le cours n'était pas su et tout ça. Et donc bon bah là, compliqué de faire quelque chose. Quand l'élève avait quand même de la bonne volonté, j'essayais de mettre une note correcte. Donc j'ai essayé de mettre 7. Quelque chose dans les 7, même si ça reste une mauvaise note, le fait qu'il ait voulu y mettre de la bonne volonté, essayer d'attaquer les exercices comme il le pouvait, je pense que ça méritait une certaine récompense. Et puis après, les autres élèves qui vraiment ne marchaient pas droit, ça pouvait être 4, et au pire du pire, je crois la pire note que j'ai pu mettre, je crois que j'ai jamais mis 0, mais j'ai mis 1. Je crois que la pire note que j'ai mis c'est 1, et c'est vraiment devant un élève qui était désagréable au possible, qui croyait être capable de tout faire et qui absolument n'était bon en rien à ce moment-là, en tout cas au moment de la colle. Donc voilà, je crois que c'était la pire note que j'ai pu donner, 1 sur 20, et encore c'est super rare quand je donne une mauvaise note. Déjà que donner une note en dessous de la moyenne c'est très rare. Puisqu'en général les élèves savent leur cours et bon ça se passe bien, mais bon voilà, ça arrive, et il faut donner des notes quoi, c'est tout, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Alors souvent les notes après il fallait les rentrer dans un logiciel, et puis ça comptait pour la moyenne, hein, puisque vous le savez certainement, mais voilà, il y a un ensemble d'interrogations, donc les devoirs, tout ce qui est devoir surveillé, il y a potentiellement des interrogations qui sont données pendant les cours, et il y a l'école qui compte dans l'ensemble de la moyenne totale pour les maths. Donc voilà. Je pense avoir raconté tout ce que j'avais à peu près à raconter sur les cols et sur ma façon d'avoir vécu le fait de donner des heures de colle. Je pense que c'est une belle expérience, en tout cas pour ma part ça a été une belle expérience de donner des heures de colle, et je serais ravi d'en redonner soit prochainement, donc c'est-à-dire quand je dis prochainement c'est l'année prochaine, mais peut-être plus tard, hein, si c'est pas l'année prochaine. Je pense que c'était quand même assez sympa d'avoir des élèves à voir fréquemment, et puis essayer de donner, essayer de leur apprendre quelque chose, de voir aussi leur enthousiasme, essayer de leur faire, de leur donner envie encore plus à faire des exercices, et de leur piquer la curiosité à travers des exercices qui certes ne sont pas évidents, hein, comme j'ai dit, ma réputation fait que j'ai donné des exercices difficiles, c'était un peu un cercle vicieux, je donnais des exos difficiles, réputation, du coup je redonne des exos difficiles. Voilà. Mais voilà, c'était un grand plaisir, et je pense que si vous êtes des élèves, si vous êtes des étudiants qui êtes en maîtrise, ou en école d'ingé ou des choses comme ça, qui seraient l'équivalent de la maîtrise, en tout cas en termes de nombre d'années, je vous inviterai, si ça vous intéresse en tout cas, d'essayer d'aider des étudiants, si vous aimez essayer d'aider des étudiants, si vous aimez justement le contact que vous pourriez avoir avec des élèves et tout ça, n'hésitez pas à vous lancer. Il suffit d'envoyer un petit courriel aux profs, et aux profs qui vous ont marqué peut-être les années précédentes si vous êtes encore dans le coin, ou alors envoyer des mails aux profs qui sont dans les lycées qui se trouvent pas très loin de votre école. Et puis voilà, suggérez que vous avez envie de donner des cols, et puis voilà, ça peut marcher comme ça. Alors je peux terminer sur peut-être deux trucs quand même, parce que moi je suis en train de dire que je termine, mais finalement je me rends compte que j'ai pas encore tout dit, et la vidéo se fait déjà un peu longue, mais deux trucs que j'aimerais ajouter. La première, c'est le fait qu'on m'ait choisi en tant que colleur dès ma sortie de prépa. Il y avait une raison à ça, c'était que les professeurs qui m'avaient choisi m'ont fait comprendre qu'ils voulaient montrer que même un élève, même une personne un peu jeune peut réussir, montrer qu'un élève jeune peut réussir. Et donc, même si j'étais en première année de maîtrise et que je n'ai pas rentré les écoles qu'il fallait, ils voulaient essayer de montrer que voilà, il y a des élèves qui peuvent être très bons et qui peuvent déjà se retrouver en tant que colleur rapidement, sans être très vieux. L'autre truc, c'était aussi d'avoir un contact plus proche avec les élèves, ce qui a plutôt bien marché, je pense.
Et d'ailleurs, petite anecdote aussi rigolote, comme je donnais colle tout de suite après la prépa, je vous ai raconté le fait que j'avais fait un peu de futsal pendant ma 5 demi, et ben justement j'ai retrouvé des gens, quand j'ai donné des colles en deuxième année, j'ai retrouvé des gens, donc j'ai collé des gens avec qui j'ai fait du futsal, c'était assez marrant, bon enfin voilà, comme situation. Et puis voilà, mais d'ailleurs par la suite j'ai aussi donné des cours particuliers à ces élèves-là, donc vraiment c'était chouette. Donc ça c'était une des choses que je voulais raconter, le fait de pourquoi on m'a choisi en tant que colleur très rapidement. Et un autre truc qui est une expérience aussi en plus par rapport au col, c'est que j'ai eu la possibilité de donner des cours carrément aux classes prépa. Alors par exemple pour la première année de classe préparatoire, en fin d'année, ce qui se passait c'est que mon prof, donc le prof que j'avais eu en première année de classe prépa, n'aimait pas trop la probabilité, il était pas très fan de ça, et donc en général c'était un chapitre et tout ce qui est d'ailleurs espace hermitien, pré-ibersien, c'est surtout pré-ibersien, il n'était pas très fan de ce genre de chapitre, et ce qui se passait c'est qu'il passait souvent à la trappe. Moi j'ai suggéré, puisque je donnais des cours de soutien déjà pour la première année de classe prépa, cette première année de classe prépa, j'ai suggéré que je pouvais prendre la charge de ces cours, et il a accepté, et j'ai donné donc ces cours là de probabilité et d'espace ibersien à pré-ibersien et ibersien à ces élèves là, et je trouve que c'était vachement cool comme expérience également. Ça a été la même chose pour remplacer un prof en deuxième année, donc le professeur qui m'avait pris en deuxième année de classe prépa, j'ai pu le remplacer une fois en fin d'année pour tenir des heures de TD. Ça aussi c'était une chouette expérience, vraiment voilà, j'ai adoré. Et donc voilà, quand les professeurs peuvent avoir confiance en vous et que vous avez la motivation pour faire ça, ils sont prêts à vous aider et même à vous permettre de prendre un peu leur place pour certaines choses. Et ça, je trouvais ça génial, et je voulais le notifier parce que je pense que c'est quand même important de vous faire savoir que ce genre de choses est possible. Bien sûr, ça dépend du niveau de l'élève en question, hein, donc c'est encore une fois pour vous dire que j'avais pas n'importe quel niveau en mathématiques. Sachant que ce que je vous dis là, c'est question de pouvoir prendre les cours et tout ça. Ça s'est fait aussi tout de suite pendant la première année de maîtrise. Donc c'est pour vous dire que oui, c'était pas genre 2 ans ou 3 ans après. C'était vraiment à la première année de maîtrise, on m'a donné ces possibilités-là de remplacer un prof en deuxième année juste pour une fois, et ensuite de donner des cours de proba à la place du prof de première année de prépa, juste pour faire en sorte qu'il boucle son programme. Donc voilà, je trouvais ça vachement cool. Et voilà, je voulais juste vous le partager. Bon, alors ça fait déjà une 40aine de minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là-dessus. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui peuvent être intéressés par le cursus, ou juste le fait d'être colleur et d'avoir quelques ressentis là-dessus. N'hésitez pas également à laisser en commentaire si vous avez des questions, des retours concernant la vidéo, comme d'habitude. À vous abonner, bien sûr, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, l'abonnement, ça sera plutôt là. Bon, enfin bref, de vous abonner. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!